Il n'y a pas si longtemps, c'était d'ailleurs dans les médias ukrainiens même, il y a eu l'idée d'ouvrir un nouveau front contre la Russie en Syrie. Mais c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs, parce que la Russie est l'allié objectif de M. Et El-Assad. c'est exactement ce qui s'est fait. Donc la guerre d'Ukraine se livre en Syrie? Voilà, elle a un épisode syrien, si vous voulez, qui alors rejoignait un peu les intérêts des Occidentaux dans cette affaire. C'est pas simplement lutter contre le gouvernement syrien, c'est aussi que après la signature de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, il y avait cette idée des Israéliens qu'il fallait couper les voies d'approvisionnement du Hezbollah pour que le Hezbollah ne puisse pas se refaire une santé. Refaire une santé, exactement. Et par conséquent, il fallait créer un conflit en Syrie pour couper l'approvisionnement du Hezbollah. Ça, c'est l'idée de manœuvre. Et c'est pas pour rien que dans les heures qui ont suivi la signature de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, vous avez cette offensive du Hayat al-Sham qui s'est déclenchée. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Avec moi, en face de moi, disons-le, un invité chouchou de Contact. Nos spectateurs, auditeurs vous ont beaucoup apprécié. Jacques Beau, vous êtes un ancien du renseignement stratégique suisse et à chaque fois que je le dis, j'ai l'impression de prononcer un oxymore, mais ça existe et apparemment on fait bien les choses en Suisse. Vous avez été aussi chef des politiques et de la doctrine au département des opérations de maintien de la paix à l'ONU. Vous avez travaillé à l'OTAN et vous êtes venu 2 fois dans les 12 derniers mois nous voir à l'émission pour des livres que vous avez publiés, de l'art de la guerre russe et puis Opération déluge de l'Aqsa, la défaite du vainqueur. Bonjour, re-bienvenue à bord. Bonjour et merci de m'inviter à nouveau. L'année 2024 est en train de se terminer. C'est un grand cru, disons-le, d'un point de vue géopolitique. Je ne sais pas si les victimes des circonstances diraient que c'est un grand cru, mais bon. Je commencerai par vous poser une question toute simple. Est-ce qu'il y a dans ce qui s'est passé depuis 1 an ou 18 mois quelque chose qui pour vous est une surprise, qui n'existait nulle part dans votre entendement ou sur votre écran radar? Alors, évidemment, la réponse est automatiquement oui et non. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé découle de choses qu'on avait détectées avant. Et ceux qui ont lu mes livres constatent qu'effectivement, il y a les événements alors, qui sont apparus exactement comme ils sont apparus. Ça, c'était l'élément de surprise, si vous voulez. Mais le fait qu'ils apparaissent n'était pas vraiment une surprise parce que on a créé les conditions. Vous savez, l'histoire est toujours le produit de ce qui s'est passé juste avant. Et c'est pour ça que quand on veut analyser un conflit, on ne peut pas faire l'économie de ne pas regarder ce qui s'est passé avant, puisque finalement, le passé détermine le présent. Et quand je regarde mes livres a posteriori, je constate que d'une certaine manière, sur à peu près tous les domaines, j'avais 2 ans d'avance cette année. Dit-il modestement. Oui, c'est un peu, oui, ça paraît un peu arrogant de le dire comme ça. Vous avez raison de le soulever, poliment. mais c'est pour ça qu'on vous aime peut-être et qu'on apprécie votre parole, parce que vous avez su entreapercevoir des choses, sinon bien voir des choses qui étaient présentes sur l'horizon, voilà, mais peut-être occultées par plusieurs. Alors, c'est ça. Le problème, c'est que quand on analyse une situation, on est obligé de coller aux faits. Et c'est ça qui fait la différence. Quand vous regardez maintenant a posteriori, tout ce qu'on a entendu sur les différents conflits qu'on a eus, que ce soit la Palestine ou que ce soit l'Ukraine, dans nos médias traditionnels, on s'aperçoit qu'ils nous ont menti de A jusqu'à Z pratiquement pour tout. Pour vous, c'est du mensonge ou de l'ignorance? Je pense que c'est du mensonge puisqu'on pouvait voir que c'était faux à l'époque. N'est-ce pas? Il y a des choses que j'ai écrite en 2000, dans mon premier livre sur la guerre d'Ukraine qui est paru en août 2022, qui était déjà là, mais qu'aucun média occidental n'avait mentionné. Typiquement, par exemple, ce qu'aujourd'hui tout le monde sait, c'est cet accord qui avait presque été signé entre Ukrainiens et Russes. En avril-mai 2022. En mars-avril. Ouais, mars-avril. Hein. Et aucun média n'avait relevé ça.
Et même l'ambassadeur de Suisse, qui est apparu, qui est un ami à moi d'ailleurs, qui est apparu plusieurs fois sur les chaînes de télévision suisse, n'a jamais mentionné cette situation, cet accord qui était presque conclu, si vous voulez. Et finalement, on l'a découvert à la fin 2023, par les déclarations de quelques politiciens, M. Bennett, ancien ministre israélien, et puis de ce qu'il y a eu dans la presse également, la presse occidentale. Mais sinon, alors que la presse ukrainienne avait parlé de ça, et je le cite d'ailleurs dans mon livre en 2022, je dis que la presse ukrainienne, à ce moment-là, avait déclaré que le principal obstacle à la paix était les Occidentaux. Et c'était la presse ukrainienne, c'est pas le Kremlin. Donc, ça veut dire qu'on s'est créé une fausse réalité de la situation parce qu'à ce moment-là, il était impensable qu'il y ait un accord entre l'Ukraine et la Russie. La Russie allait perdre, c'était tout à fait clair. L'Ukraine allait gagner. Et par conséquent, toute hypothèse que Zelensky puisse faire un accord avec les Russes était impensable. Et du coup, on n'en a pas parlé. Et le problème est que on a créé une sorte de réalité où l'Ukraine n'avait aucune intention de négocier, alors que ce n'est pas vrai. En 2022, ils ont demandé à 3 reprises, déjà le 25 février 2022, le lendemain du déclenchement de l'opération spéciale russe. Mais il y avait eu d'ailleurs des négociations en Biélorussie. Et c'est ce qui a déclenché les négociations en Biélorussie. Donc l'opération russe a commencé le 24 février. Le 25, Zelensky appelait le ministre des Affaires étrangères suisse pour lui demander d'organiser une conférence de paix. Le lendemain. Et finalement, je ne sais pas quel était l'état de cette discussion, toujours est-il qu'il n'y a pas eu de conférence. En revanche, il y a eu des négociations à la frontière du Bélarus. Cette conférence a été interrompue par l'Union européenne. Elle a repris parce que Zelensky a constaté que la victoire que l'on annonçait relativement facile contre la Russie s'annonçait pas telle. Et donc, il a repris les négociations à la mi-mars, qui a été interrompu par Boris Johnson, et puis rebelote en août, où sous l'égide de Erdogan, un sommet est pas organisé, mais proposé entre Zelensky et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, un peu échaudé par les expériences précédentes, avait dans un premier temps dit non. Ensuite, il s'est comme laissé convaincre et il a dit oui pour ce sommet. Et c'est Boris Johnson, une fois de plus, qui est intervenu pour dire qu'il ne fallait pas le faire. Il agit à sa seule solde ou il est, d'après vous, le mandataire d'intérêts plus puissants? Vous parlez de Zelensky, non, là. De Boris Johnson. Ah, Boris Johnson. Je pense qu'il y a un peu des deux parce qu'on voit dans ce conflit ukrainien que la Grande-Bretagne a pris une position qui est presque plus royaliste que le roi, n'est-ce pas? Et certains... Le roi, en l'occurrence, étant les États-Unis. Les États-Unis. Et on a un peu l'impression que la Grande-Bretagne a choisi ce conflit pour se redonner une stature plus grande, plus importante, de faiseur de paix ou de faiseur de guerre. Et on voit d'ailleurs que dans toutes les discussions qu'il y a encore aujourd'hui, il y a pratiquement systématiquement la Grande-Bretagne qui est un acteur et un va-t-en-guerre dans cette affaire. Alors que... À plusieurs reprises, jusqu'à la visite du nouveau premier ministre Tories, donc apparemment social-démocrate, à Washington en septembre, pour convaincre l'administration de M. Biden d'utiliser des missiles à portée intermédiaire ou longue, selon, alors que les Américains n'étaient absolument pas convaincus de la nécessité de le faire. Donc, plus va-t-en-guerre encore que les Américains. Oui, plus va-t-en-guerre. Et c'est pour ça que Joe Biden avait dit, il a dit à Keir Starmer en septembre que ce serait négocié à la conférence du groupe de Rammstein en octobre en Allemagne, puisqu'il y a toujours ce groupe de Rammstein qui est un groupe de 57 pays, dont l'OTAN, dont les pays de l'OTAN, mais évidemment il y a 57, donc il y a plus, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., qui sont un groupe de pays qui coordonnent le soutien militaire, financier, etc., à l'Ukraine. Et ils se réunissent traditionnellement sur la base aérienne de Rammstein en Allemagne, dans cette base américaine.
Et il devait y avoir à la mi-octobre, le 16 octobre, sauf erreur, je pourrais me tromper, mais il me semble que c'est le 16 octobre, il devait y avoir une réunion du groupe de Rammstein. Et quand Keir Starmer a demandé à Biden si on allait discuter ça, il a dit oui, très bien, on le fera à Rammstein. Et puis, à peine arrivé au début octobre, enfin quelques jours avant la conférence, Biden a dit qu'il annulait la conférence de Rammstein. Et lui est allé en Allemagne, par contre, mais à titre privé. Donc on voit bien que les Américains n'avaient pas du tout envie de revenir sur le plan de victoire de Zelensky et en les 5 étapes faciles. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs fuites, qui ne sont jamais des fuites, sinon de la communication bien contrôlée, à l'effet que et les renseignements américains et le Pentagone étaient d'avis que l'utilisation de ces missiles ne changerait rien stratégiquement, mais risquait de mettre le feu aux poudres. Exactement. Et là, on a d'ailleurs, c'est un phénomène qui est... Alors, qu'on connaît mieux parce que les médias américains sont un peu plus transparents que les autres. Et puis, on a quand même, on constate que l'administration américaine, particulièrement l'administration militaire, a une position qui peut différer de celle du président. Et à plusieurs reprises, durant le conflit ukrainien, on a vu que, et même d'ailleurs le conflit palestinien, on constate que les militaires ont un regard beaucoup plus nuancé sur le conflit que les politiques. Et qu'on a des politiques qui, eux, sont des va-t-en-guerre et des militaires qui, eux, sont plus prudents sur un certain nombre de choses parce qu'ils voient que ça pourrait déclencher effectivement quelque chose de plus grave. On y arrivera dans quelques instants. Très tôt dans notre conversation, vous avez parlé du mensonge des grands médias. J'ai envie d'y revenir courtement. Comme observateur de ce que nous vivons tous les jours, est-ce que les médias, pour vous, sont une référence, sinon peut-être que pour savoir ce qu'il ne faut pas penser? Ou est-ce trop cruel comme description? Non, je pense que c'est même en deçà de la réalité. Vous prenez des exemples comme les Nord-Coréens en Ukraine, etc., etc. J'y arrivais. On a dit qu'il y avait des Nord-Coréens, mais on n'en a jamais eu la moindre preuve. Et les seuls éléments qu'on a, et ça a été encore, il y a eu encore, je ne sais plus qui a mis sur X, enfin Twitter, des photos de je ne sais plus qui maintenant, ça vient de se passer, a mis des photos de soldats, enfin soi-disant soldats nord-coréens en Ukraine, et puis c'est avéré que c'était une photo qui a été trafiquée en quelque sorte. Et à part des photos trafiquées, on n'a absolument aucun élément. Mais, et c'est là où est le problème, c'est que vous, en tant qu'individu, vous pensiez qu'il y ait des soldats nord-coréens en Ukraine. C'est votre droit, et puis finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quand vous êtes dans les médias, et surtout quand vous êtes politicien, le problème est que vous allez baser vos décisions là-dessus. Et apparemment, l'idée de vouloir ou d'accorder le droit, on pourra y revenir. Alors, ne périphrasons pas ici, pour qu'on se comprenne bien. Vous dites aujourd'hui, il n'y a pas de soldats coréens qui sont à la manœuvre sur le territoire ukrainien ou en Russie en voie de le faire? Alors, oui, je dis qu'il n'y en a pas, mais quand je dis qu'il n'y en a pas, c'est mon avis. Mais il est basé sur le fait qu'il n'y a absolument aucune raison qu'il y en ait et qu'il n'y a aucun élément qui démontre qu'il y en a. Et tout récemment, il y a eu de nouveau, peut-être c'était le New York Times, hein, mais hier ou avant-hier, il y a deux ou trois jours, il y a eu un article fait à Koursk et le journaliste interviewe un soldat ukrainien qui s'appelle Pavlo, si ma mémoire est bonne. Et ce soldat a dit, c'est très difficile, parce que évidemment, on leur a demandé de capturer les soldats nord-coréens. Hein, on les appelle. Ramener le butin. Voilà. Et le soldat a dit, c'est très difficile de trouver un soldat nord-coréen dans les forêts qui sont autour de Koursk, mais c'est encore plus difficile quand on sait qu'il n'y en a pas. Soldat ukrainien qui dit ça. Et qui est cité. Alors, deux choses. Les Américains, sinon des journaux faisant état de fuite
venant du Pentagone et des services de renseignement nous renseignent sur la présence de 10 à 12 000 Nord-Coréens en vertu du pacte récemment signé entre la Corée du Nord et Vladimir Poutine, fameux article 4 pour ceux qui suivent les affaires. Donc, ils nous disent il y a 10 à 12 000 soldats nord-coréens. Il y a peut-être même des mercenaires venus de chez les Houthis. Et ça change la donne, ça internationalise le conflit, c'est ce qu'on nous explique aussi. Les médias le répercutent parce que leurs informateurs leur disent c'est fondé. Peut-être n'ont-ils pas les preuves. Vous croyez, vous, que des leaders, M. Macron, ici à Paris, Starmer à Londres, sont convaincus de ça ou ils savent que c'est peut-être, si on se fie à votre intuition, une vaste opération d'enfumage? Alors, je pense qu'ils sont convaincus de ça. Et je pense qu'ils prennent leurs décisions en se basant là-dessus. Et s'ils n'en sont pas convaincus, alors c'est encore plus grave, parce que ça veut dire qu'ils savent que c'est probablement faux. Mais ce qu'il y a dans cette affaire, de nouveau, mon analyse, c'est qu'il n'y en a pas. Mais, comme je vous l'ai dit, dans la réalité, je n'en sais rien, enfin, je ne suis pas sur place. Ce que je veux dire par là, c'est que le b.a.-ba d'un bon journaliste, c'est de vérifier l'information qu'il a avant de dire qu'il y a. Parce que vous avez cité les services de renseignement, le Pentagone, etc. En réalité, quand vous lisez bien les articles, c'est toujours ce mystérieux officiel. Source anonyme. Voilà, c'est toujours le même, ce même officiel anonyme qui veut rester anonyme, qui dit les choses. Donc, vous ne savez pas si c'est le gars qui fait l'entretien des corridors du Pentagone qui a dit ça, ou si c'est le commandant des renseignements de l'armée de terre ou je ne sais pas quoi. Donc, on est toujours un petit peu là dans des affirmations. Quand on n'arrive pas à les documenter, on met ça, c'est officiel. Mais en réalité, on n'a aucun élément concret qui nous démontre ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, je pense qu'il devrait y avoir un travail journalistique pour essayer de découvrir la réalité, parce qu'elle détermine des choses après. Vous avez cité l'article 4 de l'accord de coopération avec la Corée du Nord. Cet accord ne dit pas qu'on va mettre à disposition des troupes de combat. On parle de coopération. On parle de coopération, on dit que quand il y a un conflit, on mettra tout en œuvre pour venir en aide, mais c'est tout. Il n'y a pas de, et quand vous lisez le texte, d'ailleurs, vous voyez bien, d'ailleurs, c'est un traité, c'est pas un accord c'est pas du tout un accord comme l'OTAN, par exemple, pas un traité. C'est un accord de coopération. Donc c'est très, très différent. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation. Comme l'article 5 qui fait qu'un pays de l'OTAN attaqué. D'ailleurs, même l'article 5, il n'y a pas d'obligation en réalité. Si vous lisez bien l'article 5 de l'OTAN, donc du traité de Washington, il n'y a pas d'obligation. Il y a l'obligation d'aider, de faire quelque chose, mais pas nécessairement d'amener des troupes. Ça, c'est important d'ailleurs. Donc la Lettonie, demain matin, est attaquée par la Russie. Il n'y aurait pas d'obligation dans la charte de l'OTAN pour que les autres pays membres attaquent directement la Russie. Techniquement pas. Mais vous voyez, par exemple, l'article 5 a été invoqué pour l'Afghanistan. Typiquement. Alors qu'il n'y avait pas d'agresseur. Alors qu'il n'y avait pas d'agresseur. Mais bon, admettons, passons là-dessus. Ça a été considéré comme une agression, bon, dont acte. Mais tous les pays n'ont pas participé à l'opération en Afghanistan. Il y a des pays qui n'ont pas voulu participer à ça. Donc, il n'y a pas d'obligation. L'article 5 n'implique pas une obligation d'envoyer des troupes. Il donne une obligation de soutenir, si vous voulez, politiquement, etc. On parle de ces troupes coréennes qui sont présentes ou pas. Alors, j'avais les mêmes doutes ou questions, puisque je ne vois aucune preuve tangible. Je ne dois me fier qu'à la parole de gens anonymes. Et après quelques semaines de combat, on se dit, il y en a bien un qui va tomber sous le feu ennemi. On va rapporter son casque ou autre chose, et puis on dira, ça y est, nous avons la preuve. Rien. On parle beaucoup depuis quelques semaines du lourd tribut que paient les Russes pour cette guerre, pour avancer laborieusement de centimètre en centimètre. Or, c'est plutôt des kilomètres que des centimètres. Très rarement, sinon jamais, des pertes du côté ukrainien. On a des intuitions, on a de l'information?
Alors, on n'a pas d'informations, d'ailleurs, ni d'un côté ni de l'autre. Il faut c'est-à-dire que chacun donne des estimations sur les pertes de l'autre. Les Russes donnent des estimations sur les pertes ukrainiennes et les Ukrainiens sur les pertes russes. Mais les Russes ne publient plus. Ils l'ont fait à 2 reprises, sauf erreur, au début du conflit, en mars, je pourrais me tromper, mais sauf erreur en mars et en août 2022, puis après ils ne l'ont plus fait, ou juillet 2022. Les Ukrainiens ne l'ont jamais fait. Donc, en réalité, on est lié, ou plutôt on est contraint de prendre les estimations des uns et des autres. Et nos médias, évidemment, ne croient pas ce que disent les Russes, mais croient ce que disent les Ukrainiens. Du coup, je me suis retrouvé sur des plateaux ici à Paris où on me parle avec force conviction des morts quotidiens ou quotidiennes de l'armée russe, mais l'impasse totale sur le nombre de soldats ou de civils même tués en Ukraine. Alors, oui, c'est-à-dire que de nouveau, l'état-major général russe donne un bilan de l'opération spéciale toutes les semaines, y compris un bilan d'ailleurs de l'opération à Koursk. Et on a là des chiffres qui sont donnés par l'état-major. Mais évidemment, c'est l'état-major général russe, donc évidemment qu'ils ont intérêt à tirer la couverture de leur côté. Cela étant dit, il y a une source que j'ai déjà évoqué, peut-être même d'ailleurs sur votre plateau, qui est Mediazona, qui est un média d'opposition russe, basé, sauf erreur, dans les pays baltes, je ne me rappelle plus maintenant si c'est Lettonie ou Estonie, et qui établit régulièrement un bilan de la mortalité sur le champ de bataille du côté russe, en examinant ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et les avis mortuaires, ce genre de choses. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est à peu près la seule méthodologie à peu près, disons, convaincante que je peux accepter. Parce que au moins, il y a quelque chose. Il y a une recherche, si vous voulez. Il y a une méthode. Il y a une méthode, exactement. Et ils travaillent depuis le début de l'opération spéciale, enfin pas tout à fait depuis le début, je crois depuis mai, ils ont mis ça en route au moment du début de l'opération, et ils ont commencé avec la BBC de Londres de faire un partenariat. Et la BBC de Londres publie donc le résultat de Mediazona. Et là, on a des chiffres alors qui sont beaucoup plus modestes que ce que disent les Ukrainiens. Grosso modo, 10 fois moins. Grosso modo. On est aujourd'hui à peut-être 60, je n'ai pas vu les derniers chiffres, mais on est entre 75 et 79 000 morts du côté russe. Donc, pour l'ensemble de l'opération. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je me suis amusé de faire la comparaison avec... Alors, j'ai que 2 points de comparaison, puisque je vous ai dit que les Russes avaient annoncé leur décès qu'à 2 reprises, une fois en mars et une fois en juillet. Et j'ai comparé à ces 2 dates les chiffres qui étaient donnés par Mediazona. Et ça correspondait. Donc, ça veut dire soit que Mediazona a une méthodologie qui tient la route, soit que les Russes sont honnêtes, ou les deux, dans leur comptabilité. Et en me basant là-dessus, je me dis peut-être que... Et d'ailleurs, il faut bien voir aussi que très souvent, quand les Russes disent quelque chose, il faut admettre que c'est relativement fiable. Quand on regarde a posteriori, quand ils annoncent, par exemple, un nombre de chars détruits ou bien une ville, un village pris, etc. Quand on regarde avec 3 semaines d'écart, on s'aperçoit qu'ils avaient dit la vérité. Je pense que les Russes attachent moins d'importance au narratif que les Ukrainiens dans leur victoire. Pour eux, la victoire, c'est ce qui se passe sur le terrain. Alors que les Ukrainiens, il y a un impératif supplémentaire qui est, et c'est pour ça que le narratif est très important pour les Ukrainiens, c'est qu'il sert aussi à mobiliser le soutien qu'ils ont de l'Occident. C'est un problème que les Russes n'ont pas. Et par conséquent, il y a sans doute la tentation du côté ukrainien d'enjoliver un peu les choses, si vous voulez, ou de rendre les choses un peu plus favorables pour eux. Compte tenu que leur destin est davantage lié à leurs sponsors. Tout à fait, exactement. Sinon que la Russie a quand même un peu besoin de la Chine, de l'Iran et de quelques alliés. J'ai dit un peu.
Oui, un peu, mais pas du tout dans la même mesure qu'on a du côté ukrainien, surtout maintenant, au fur et à mesure du temps, depuis, je dirais, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Zelensky qui début juin 2022, a dit, à partir de maintenant, nous dépendons entièrement de l'Occident pour notre effort militaire. Donc, on voit bien que l'Ukraine dépend de l'Occident beaucoup plus que la Russie dépend de la Chine, de l'Iran ou d'un autre allié potentiel. Alors, vous dites qu'il faut prendre les Russes... on peut les prendre de manière un peu plus... littérale. Quand M. Poutine, depuis quelques semaines, parce que les choses ont beaucoup changé depuis l'élection présidentielle, a commencé par le fait que soudainement, M. Biden a moins d'inhibition pour l'usage de ses missiles à portée longue ou intermédiaire. Quand M. Poutine parle d'une internationalisation du conflit, doit-on, par extension, parler d'une possible guerre mondiale? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est, sur votre écran radar, ce scénario d'un dérapage qui mènerait à un conflit généralisé, vous le croyez encore possible? Alors, on peut toujours voir le verre à moitié plein, à moitié vide. J'ai tendance à être optimiste et donc à le voir à moitié plein, ou à moitié, ça dépend comment on le voit aussi. Mais j'ai tendance à dire qu'on ne va pas vers un conflit mondial. En revanche, je constate que les Occidentaux font à peu près tout ce qui est possible pour que ça arrive. Et je pense que les Russes le font beaucoup moins. Alors, je m'explique. Tout d'abord, vous avez évoqué ces missiles à longue portée, ou l'usage des missiles dans la profondeur du territoire russe. Les ATACMS. Les ATACMS, exactement. Alors, je suis d'avis que Biden n'a pas changé d'avis. Que Biden s'est opposé à ça et qu'il a continué à s'opposer à ça. Et pourquoi je dis ça? Donc les ATACMS, c'est un missile qui va jusqu'à 300 km à peu près. Or, on a eu des attaques qui n'ont jamais dépassé la zone de Bryansk, ça a été au mois d'octobre, 19 octobre si ma mémoire est bonne, qui est à 100-120 km de la frontière. Alors évidemment, il peut y avoir des explications parce que les lanceurs doivent être à une certaine distance de la ligne de front, etc., qui peut expliquer ça. Mais on s'aperçoit quand même que je ne pense pas que les missiles étaient utilisés au maximum de leur Mais dans Kursk ou à Kursk? Alors justement. Parce que là, on a senti qu'il y a eu quand même, dans le discours, une hausse du ton par les Russes avec leurs missiles qu'ils ont utilisés. L'Oreshnik, c'est ça? L'Oreshnik. Alors, on va peut-être revenir à l'Oreshnik plus tard. Mais ce qui s'est passé, c'est que lors de l'offensive russe à Kharkov en mai de cette année, les Ukrainiens ont voulu utiliser aussi des armes dans la profondeur, donc sur les arrières russes en quelque sorte, qui du coup se trouvaient sur le territoire russe. Et là, il y a eu une autorisation, et d'ailleurs Macron l'avait expliqué lui-même, qu'ils avaient donné l'autorisation d'utiliser les armes sur le territoire russe, mais dans la zone de Kharkov, si vous voulez. Donc, il n'y a jamais eu de chiffre qui a été explicitement donné, en tout cas rendu public, mais grosso modo, on peut estimer qu'il y avait une distance d'environ 50 km derrière la ligne de front qui était autorisée, si vous voulez. Et donc, on pouvait tirer sur le territoire russe avec ces armes, mais dans une profondeur, comme j'ai dit, limitée. Lorsque les Ukrainiens ont attaqué à Kursk, eh bien, ils se trouvaient tout d'un coup déjà sur le territoire russe. Et à ce moment-là, eux aussi, ils avaient toujours le besoin de tirer sur les arrières russes. Et comme les Occidentaux ont dit finalement, puisque les Ukrainiens l'ont fait, il faut qu'ils puissent se battre là. Donc, ils doivent aussi pouvoir combattre sur les arrières russes pour que c'est pas, on tire pas simplement sur la ligne de front, mais aussi sur ce qui vient soutenir la ligne de front. Et donc, on a le front qui s'est enfoncé dans le territoire russe de quelques kilomètres. Alors, c'est jamais arrivé jusqu'à Kursk, mais Kursk est à environ 60 km de la ligne de front. Et puis, il y aurait encore ces 50 km autour, si vous voulez. Quand vous ajoutez 50 et 60, vous arrivez grosso modo à 100, 120. Oui. Voilà. Et je pense que les Ukrainiens ont joué là-dessus parce que ce qui se passe
donc on sait que Biden ne voulait pas que les Ukrainiens tirent dans la grande profondeur du territoire russe, ou la portée maximale des missiles, si vous voulez. Et ils ne veulent certainement pas que les Ukrainiens puissent toucher Moscou ou des villes comme ça. Et donc ça, on sait de Biden. Et ce qu'on n'a jamais vu, c'est un texte officiel qui nous dit, c'est confirmé. On confirme que l'Ukraine peut utiliser des armes dans la profondeur. On n'a jamais eu ça. Mais on l'a entendu. On l'a entendu. Le confirmer lui-même, c'était au Brésil, il me semble. Non. Non? Non, il a dit qu'il avait autorisé ce qu'il avait autorisé, l'usage sur le territoire russe. Ça, il l'a autorisé, mais pas dans la grande profondeur. Donc, en fait, on a joué un peu sur les mots, et j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est que après l'élection présidentielle, les Ukrainiens ont essayé d'étirer un petit peu la portée de l'usage des missiles, et Biden n'a pas osé mettre en évidence que l'Ukraine commençait à prendre ses aises par rapport aux décisions américaines. Mais le simple envoi, par exemple, de missiles antipersonnels, alors vous me direz, c'est deux choses complètement différentes, oui, mais ça me donne à moi l'impression qu'on ajoute, qu'à la table de poker, on ajoute oui, ça certainement. à la mise. Ça certainement. Mais d'un autre côté, les Américains veulent éviter que Zelensky apparaisse comme quelqu'un qui est un loose cannon, donc un tireur fou quelque part, et qui commence à électron faire libre. Un électron libre, voilà, exactement, c'est le terme. Et parce qu'à ce moment-là, Zelensky perdrait tout le soutien qui aujourd'hui est de plus en plus remis en question déjà en Europe. Donc les Américains ont en fait un peu avalé la couleuvre de l'étirement de ces distances, qui en réalité, comme je l'ai dit, n'était pas vraiment, c'était vraiment tiré à la limite du raisonnement les autorisations qui avaient été données précédemment. Mais je vous rappelle que les tirs de missiles, ou les attaques plus exactement, sur les radars d'alerte lointaine russes par les Ukrainiens, les Américains n'étaient pas du tout contents pour ça. Ils n'ont pas du tout été contents de l'attaque sur les raffineries russes. Ils n'ont pas été contents non plus, même de l'intervention à Koursk. Et ils ont dit, ça, c'est pas nous qui avons voulu ça. Et vous le croyez alors? Ah, je le crois volontiers, parce que les Américains, ils veulent pas nécessairement que le conflit dégénère. Ce qui, dans l'idéal, et c'est d'ailleurs un petit peu ce que vous entendez même dans le discours de Trump aujourd'hui, l'idée, c'est un gel du conflit. Donc, il voudrait que ce conflit reste permanent, que ce soit un problème permanent, une épine permanente dans le soulier des Russes. Sans que ça soit pour autant un conflit qui dégénère. Sans que ça devienne un conflit qui dégénère. Mais là, probablement que M. Trump a une opinion différente, parce que lui aimerait bien dire c'est gelé, c'est-à-dire que ce n'est plus un conflit chaud. Oui et non. C'est-à-dire que le fait que vous disiez que vous gelez le conflit, signifie que le conflit reste. En revanche, ce qui se passe, c'est On pourrait dire la même chose en Corée. C'est-à-dire que c'est un conflit gelé, mais il n'y a plus beaucoup d'hostilité ou de bataille. En fait, d'hostilité, oui, mais de la bataille, non. D'ailleurs, la Corée reste un peu le modèle que certains cherchent à appliquer à l'Ukraine, avec l'idée d'une zone démilitarisée, etc. etc. Donc, on est un peu dans le même schéma. Mais le problème qu'ont les Américains, et d'ailleurs que Donald Trump avait vu déjà avec l'Afghanistan, parce que je vous rappelle que c'est lui qui avait eu l'idée de retirer le contingent américain d'Afghanistan, tout simplement parce qu'il remarque que lui, il veut reconstruire la grandeur de l'Amérique. Alors bon, ça c'est son projet, mais il constate bien que si on veut reconstruire quelque chose aux États-Unis, une industrie, etc., il faut de l'argent, et que si cet argent, on le gaspille à aller faire des guerres qui ne servent à rien, qui n'apportent pas de victoire décisive, qui n'apportent pas de succès décisif, on perd de l'énergie. Sinon, quelques bénéfices pour les actionnaires de Boeing, de Northrop et de ces quelques compagnies qui font des sous. Mais même pas, parce que vous regardez, pendant toute la guerre froide, on n'a pas eu de grande guerre, et pourtant toutes ces compagnies d'armement ont fleuri. D'ailleurs, elles étaient même presque plus abondantes à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille nécessairement une guerre pour
Faire fructifier. Pour faire fructifier. Parce que vous avez toujours des chars qui doivent être mis à jour. Et puis, il y a le nouveau missile, nouveau missile anti-char. Donc, il vous faut un nouveau blindage, nouvelle recherche, donc nouveau Virtuellement, char. Donc, on peut créer une inflation. Vous créez une inflation. Et pendant toute la guerre froide, c'est ce qu'on a eu. On est passé, les systèmes d'armes ont évolué pendant toute la guerre froide. On a acheté des chars toujours plus compétitifs, des avions toujours plus performants, des missiles toujours plus, etc., etc., alors qu'il n'y avait pas vraiment de guerre. Je vous dirais jusqu'au jour où on arrive au F-35 et on peut se poser des questions de ce que c'est l'avion le plus performant jamais construit. Parce que ce que nous apprend la guerre en Ukraine et ce que nous apprennent les guerres modernes, c'est que la prochaine, toute conventionnelle qu'elle sera, va se livrer avec des armes et probablement même une doctrine radicalement différente. C'est tout à fait juste. Mais toujours est-il que c'est certainement que les guerres font fructifier les organisations, enfin pas les organisations, les entreprises des marchands d'armes. Ça, il n'y a pas de doute. Mais je voudrais dire que même sans guerre, ces gens pourraient gagner de l'argent quand même. Si vraiment leur but c'est de gagner de l'argent, ils ne sont pas obligés de faire des guerres pour ça. Vous voyez, il y a un business sans même que l'on ait utilisé les obus. Exactement. Mais revenons à Trump, Alors Trump, justement, donc Trump en Ukraine, il s'aperçoit bien, comme d'ailleurs beaucoup de militaires américains, qu'on est dans quelque chose qui conduit nulle part. Et qui, pas seulement qui conduit nulle part, mais qui conduit à une péjoration de la situation, j'allais dire occidentale, si on met encore l'Ukraine dans le camp occidental. Donc on a une péjoration de ce qui se passe. On n'a pas amélioré le sort de l'Ukraine, on l'a péjoré. Mais par extension, est-ce qu'on doit penser que l'ensemble des pays de l'OTAN sont aujourd'hui révélés pour ce qu'ils ne sont peut-être pas, c'est-à-dire une puissance militaire redoutable? C'est-à-dire que, est-ce qu'on découvre aujourd'hui, à la faveur de cette guerre, qu'on est moins puissant qu'on imaginait qu'on l'était? Alors, bon, ça certainement, parce que déjà, on voit que la guerre telle qu'elle est pratiquée en Ukraine ne correspond pas du tout au modèle de guerre qu'on a mené ces 30 dernières années. On se trouve tout d'un coup avec un adversaire qui est technologiquement très développé et qui a des armes auxquelles on n'avait jamais été confronté auparavant. Typiquement l'aviation. Pas quand vous alliez vous battre en Irak ou en Afghanistan, il n'y avait pas d'avion contre vous. Donc vous n'aviez pas besoin d'avoir des missiles antiaériens. Donc vous n'aviez pas besoin de développer cette technologie. Or, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe. Les Russes utilisent l'aviation et on n'a pas d'armes pour ça. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Zelensky a un problème, parce qu'il n'a pas d'armes pour répondre aux attaques aériennes russes. Et les Russes ont le contrôle du ciel. Les Russes ont le contrôle à peu près total du ciel. Donc, on voit bien qu'on est dans des guerres on est en décalage par rapport à ce qui se passe. Et d'ailleurs, les Ukrainiens eux-mêmes, et Zelensky lui-même, il y a même eu un rapport d'ailleurs qui a été publié de l'Union européenne, qui indique que la formation qui est donnée aux militaires ukrainiens est en décalage total par rapport aux besoins qu'ils ont sur le terrain. Les soldats ukrainiens sont pleins eux-mêmes. Ils ont dit, mais les gars qui nous instruisent n'ont aucune idée de la nature de la guerre que nous menons ici en Ukraine. Et on a souvent l'impression qu'ils se sont bricolés des réponses sur le terrain. C'est-à-dire que ce qu'ils n'apprenaient pas avec leur maître, ils le développaient sur le terrain, y compris avec les drones. Tout à fait. Ils ont développé leur propre technique et en réalité, il y a beaucoup de militaires, il y a peut-être environ 50 000, je crois, mais je pourrais me tromper là-dessus, mais il y a environ 50 000 militaires ukrainiens qui ont été formés en Grande-Bretagne, et les gars ont dit, mais ces gars ne connaissent rien. Ils sont pas du tout, ils sont en décalage complet par rapport à la guerre que nous devons mener. Et qui pourrait être celle que nous aurions à mener s'il y avait un vrai conflit contre la Russie. Tout à fait. Et donc on voit qu'on n'est plus du tout... Donc l'OTAN, ou les pays de l'OTAN, devrait-on dire, parce que là aussi il faut être prudent avec les termes, l'OTAN n'est pas engagée en Ukraine. Contrairement à ce que beaucoup tendent à faire penser de l'autre côté. Il y a ceux qui... on essaye toujours un peu des deux côtés. Même les Russes, d'ailleurs, parlent toujours de l'OTAN. Mais en réalité, l'OTAN n'est pas impliquée en Ukraine. Il y a des pays de l'OTAN qui le sont.
Et puis, il y a probablement aussi des soldats sans les insignes qui sont sur place. Non, il y a des soldats de pays de l'OTAN qui sont là. Ça, c'est indéniable. La question, elle n'est pas là. Et il y a des pays de l'OTAN qui soutiennent l'Ukraine. La question, tout ça, c'est absolument clair. Et la France l'avoue. Il y a des accords, d'ailleurs, bilatéraux qui ont été signés. Mais notez bien que ce sont des accords bilatéraux. On n'a précisément pas utilisé l'OTAN pour aller aider l'Ukraine. Mais il a fallu avoir des accords bilatéraux. Mais vous me dites qu'il y a des militaires français ou anglais qui sont aux manettes quelque part en Ukraine aujourd'hui. Mais d'ailleurs, c'est pas moi qui l'affirme, c'est Olaf Scholz qui l'a dit. Puisqu'il a dit il y a effectivement les missiles Storm Shadow et Scalp qui sont utilisés par l'aviation ukrainienne. Ils doivent être mis en œuvre par des spécialistes. Il y a les données qui doivent être entrées dedans, etc., etc. Et ces experts sont respectivement français et britanniques. Et donc, c'est Olaf Scholz qui a dit il y a déjà des gens qui se parlent en anglais en Ukraine de ces choses-là. Bien entendu. Et référant évidemment à ce qu'il y ait des Britanniques et peut-être même des Américains. Olaf Scholz a dit il y a des Français et des Britanniques qui sont déjà sur place. Parce que la question était posée de savoir s'il devait y avoir des soldats, s'il y avait des soldats de l'OTAN ou des soldats allemands, si ça posait un problème, etc. Mais il a dit il y a déjà des soldats de l'OTAN qui sont là. Cette guerre, d'une manière ou d'une autre, est-ce que l'Ukraine peut dire la gagner? Non, l'Ukraine, je pense que là, il faut être raisonnable. L'Ukraine n'a... Alors, avant de donner ma réponse, je dis, la première question, c'est de savoir comment on définit la victoire. Et ça, d'ailleurs, c'est une question qui se pose tout aussi bien pour les Russes que pour les Ukrainiens. On sait ce que sont les objectifs réels de Moscou? Parce qu'il y a des gens pour nous dire qu'ils rêvaient vraiment de faire main basse sur l'ensemble du territoire ukrainien. Non, ça n'a jamais été le cas. Mais vous êtes avec moi d'accord que certains le disent. J'étais encore une fois sur un plateau où on m'expliquait c'est un échec parce que l'ensemble de l'Ukraine n'est pas tombé. Depuis le début mais là, on est dans la propagande, voire la désinformation. Non, les Russes ont toujours dit clairement que la raison pour déclencher l'opération spéciale, c'est la situation des populations du Donbass. C'est la raison pour entrer en guerre. C'est même pas les pays de l'OTAN, etc. Malgré le fait que d'éminents spécialistes comme Jeffrey Sachs parlent de la provocation répétée. Alors, il est vrai que la présence de l'OTAN et l'avance de l'OTAN en direction de la frontière russe est une préoccupation pour les Russes, et pas tellement parce que l'OTAN les touche, mais parce que les Américains pourraient utiliser ces pays pour y placer des missiles. Voilà. Mais donc ça, c'est un sujet de préoccupation. Mais on n'était pas encore là en Ukraine, n'est-ce pas? Donc il n'y avait pas de raison d'envahir l'Ukraine à ce moment-là, si ce n'est, comme l'ont dit les Russes, et ils sont restés très cohérents par rapport à ça, c'était la menace qui pesait sur les populations russes ou russophones, si vous voulez, de l'Ukraine. Et de là découlent les objectifs les deux objectifs qui ont été énoncés par Vladimir Poutine, dont il a tiré l'énoncé de la déclaration de Potsdam de 1945, c'est la démilitarisation et la dénazification. Alors on peut s'amuser de ces termes. Toujours est-il que ce qu'il faut lire derrière ces termes, c'est que l'objectif des Russes est la destruction d'un potentiel et non pas la prise d'un territoire. Et c'est très important de le comprendre parce que, de notre côté, du point de vue ukrainien, l'objectif des Ukrainiens, c'est de garder leur territoire. Donc ils ont un objectif de nature territoriale, alors que les Russes ont un objectif de nature capacitaire. Ce qui fait qu'on a une asymétrie dans la logique et dans les objectifs. Alors, c'est des objectifs différents qui donnent une asymétrie dans la logique. Parce que plus les Ukrainiens s'accrochent au terrain, plus les Russes peuvent facilement les détruire. Et c'est là où on est dans l'asymétrie. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont critiqué, en Ukraine même, et le général Zaloujny en premier d'ailleurs, à l'époque, il avait critiqué l'entêtement de Zelensky à vouloir tenir Bakhmout, par exemple, et d'envoyer des troupes, et c'est la même chose qu'on a à Koursk d'ailleurs.
On essaye de s'accrocher à chaque centimètre de terrain, alors que les Russes, ils ont précisément pour objectif de détruire le potentiel. Et typiquement pour Koursk, on voit que Koursk, l'offensive a été déclenchée par les Ukrainiens dans le but d'avoir, si vous voulez, une monnaie d'échange quelque part. Je pense qu'ils voulaient aller plus loin que ce qu'ils sont maintenant, le Soudja, etc., et d'aller jusqu'à Koursk et surtout vers la centrale nucléaire, de façon à avoir un bargaining chip, Oui. Si vous voulez, pour une négociation. Pas nécessairement pour détruire la centrale, d'ailleurs, pas nécessairement non plus. Non, mais pour faire du troc. Mais pour faire du troc, pour dire, on a quelque chose, en échange. Voilà, parce que pour l'instant, ils n'ont rien pour donner en échange, n'est-ce pas? Ils peuvent que cesser le conflit en échange de quelque chose. Et donc, et c'est pour ça que ce territoire, si petit soit-il, a dans l'esprit de Zelensky en particulier et de Syrskyi aussi également, ce petit territoire a une importance stratégique. Alors que pour les Russes, il a une importance tactique. Mmh. Donc les Russes ne sont pas pressés de prendre. D'autant plus que pour garder, puisque c'est un territoire stratégique, les Ukrainiens ont injecté leurs meilleures troupes là-dedans pour essayer de garder ce territoire. Se dégarnissant sur d'autres fronts. Ça, c'est une chose, mais surtout en faisant, en faisant détruire ses meilleures troupes. Elles ont été détruites pour rien. Et c'est pour ça que les Russes ne sont pas du tout prêts, ils ne sont pas pressés, plus exactement, de reprendre ce territoire, parce que c'est un aspirateur à troupes qu'ils bombardent systématiquement, c'est devenu une poche de feu. Et on entre dans la logique, d'ailleurs, de la doctrine opérative russe. C'est une poche de feu dans laquelle s'engouffrent les troupes ukrainiennes. Elles se font détruire au fur et à mesure. Et en réalité, les Ukrainiens s'affaiblissent, alors que pour les Russes, c'est un territoire minime. Vous voyez, Soudja, c'est quoi, 5000 habitants, j'entends, c'est minuscule. Et le territoire que les Ukrainiens tiennent autour, c'est vraiment quelques dizaines de kilomètres, c'est tout. Je veux terminer ce chapitre ukrainien parce qu'à l'horizon, il y avait quand même beaucoup de théâtres d'opération. Il y a un potentiel, selon vous, qu'il y ait un effondrement des forces de résistance ukrainienne, parce que là, évidemment, ils ne sont pas à l'offensive, sinon peut-être dans Koursk. Est-ce qu'il pourrait y avoir un moment où il y aurait un collapse, un effondrement? Alors, ou c'est peu probable? Les Ukrainiens, je dois dire, j'allais dire leur décharge, mais à leur honneur, d'une certaine manière, c'est que c'est les soldats qui se battent quand même bravement, parce que il y a on pas pourrait beaucoup... dire même sans quand même. Ils se battent bravement. Oui, parce que il n'y a pas beaucoup de perspectives. Ils se battent un peu. C'est presque un baroud d'honneur qu'ils font, n'est-ce pas? Il y a pas de perspective de succès. Et je pense qu'ils en sont très conscients. Donc, bon, ils sont probablement un peu forcés quand même, mais... Et il y en a beaucoup qui désertent aussi, ça, il ne faut pas l'oublier. Mais néanmoins, ils se battent encore, ce qui montre quand même qu'il y a une forme de ténacité derrière qui doit être relevée. Et s'il doit y avoir un collapse, je ne pense pas qu'il viendra des militaires, enfin, quoique, encore, je n'ai pas de boule de cristal et ça pourrait se passer, mais je pense qu'il viendra de la société civile, parce que ceux qui sont en Ukraine, j'entends la partie des Ukrainiens, la société civile, constatent l'effondrement. Et cet effondrement, maintenant, depuis quelques mois, on le voit dans la presse ukrainienne. Autrefois, on n'en parlait pas du tout. Quand il y a Bakhmout, tout ça, on n'en parlait pratiquement pas. Et c'était toujours emballé, si vous voulez, sous forme de succès d'une certaine manière. Tandis qu'aujourd'hui, on voit la presse ukrainienne, les médias ukrainiens ne cachent pas qu'il y a un effondrement qui se profile. Et ça, je pense que ça touche la population civile. Et on voit d'ailleurs que la conduite politique ukrainienne est fortement affectée par ça. Par conséquent, s'il y a un collapse, il risque bien de venir de la société civile, et ce sera pour être accentué par le fait que maintenant, on l'a vu, l'OTAN a demandé à l'Ukraine d'abaisser l'âge de recrutement de des militaires. 27-28 ans à 25 ans, c'est ça? À 18, même à 18 ans. À 18 ans. Mais ce qui serait démographiquement l'hécatombe pour l'Ukraine. Déjà, l'Ukraine est un pays qui a été, qui avait déjà perdu énormément de sa population. Je crois qu'il a atteint le sommet de sa population en 1991, donc juste au moment de l'indépendance, avec 42 millions, je crois, d'habitants. Et puis depuis, ça a régulièrement diminué. Il y a eu une diminution
Alors, de facto, puisque en 2014, il y a eu l'annexion de la Crimée qui a fait que, du coup, il y a eu tant de millions qui a été diminué. Mais après, depuis 2022, alors il y a vraiment une hémorragie. Il y a évidemment ceux qui vont s'établir ailleurs. Et moi, j'habite à Bruxelles, je vois les Ukrainiens, ils sont établis là. Hein. Certains se sont mariés, ils travaillent, ils font partie de mon audience d'ailleurs. Hein. Il y en a beaucoup, des Ukrainiens qui me remercient dans la rue pour l'information que je donne sur le conflit. Mais qui ont donc fui. Mais qui ont fui. Oui, ils sont fuis au début, donc en 2022. Est-il possible qu'il soit politiquement aujourd'hui rentable de se débarrasser de M. Zelensky? De nettoyer la table, justement, parce qu'il y a à Washington quelqu'un qui dit « je veux faire place nette et j'aimerais qu'on s'entende ». Or, Zelensky donne à répétition l'impression d'être... il était encore en septembre à présenter son plan de la victoire en 5 étapes faciles. C'est moi qui, évidemment, ici est un peu ironique, mais... il ne donne pas l'impression, lui, de vouloir faire beaucoup de compromis, sinon que depuis quelques jours, semaines... Non, ce ne sont pas vraiment des compromis parce que ce qu'il entend négociation, n'est-ce pas? Quand on parle de négociation, les Russes comprennent une négociation pour conclure le conflit. Or, Zelensky, il a dans l'idée comment négocier la défaite de la Russie. Donc, je simplifie un peu les choses. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que c'est pas plus simple peut-être de se débarrasser de Zelensky et de dire on repart à zéro? Alors, on prête cette intention aux Américains de vouloir le remplacer par quelqu'un et certains parlent de l'ancien général Zaloujny qui a été un peu mis à l'écart et envoyé comme ambassadeur à Londres, ambassadeur d'Ukraine à Londres. Et ce général, qui est un général qui était très populaire parmi les soldats ukrainiens, et, comme je l'ai dit d'ailleurs, c'est quelqu'un qui était par exemple opposé à cette espèce de, au fait qu'on s'accroche à Bakhmout dans le terrain. Il disait il faut pas sacrifier nos gens comme ça. Donc apparemment, et c'est un gars qui est plutôt très à droite, pour prendre un euphémisme. Hein. Mais il est populaire en Ukraine, en particulier... Mais ce n'est pas incompatible d'ailleurs avec, je dirais, les sensibilités politiques ukrainiennes non plus. Non, tout à fait. Il est populaire dans les forces qui sont ultranationalistes qu'on a dans la partie occidentale de l'Ukraine, donc ce n'est pas du tout antinomique. Et par conséquent, ça pourrait être une solution. Maintenant, est-ce que ça amènera plus de flexibilité dans une négociation avec la Russie? C'est une question qu'on peut se poser. Toujours est-il que si Zelensky n'apparaît pas comme étant, pour les Américains, la personne qui est capable de gérer cette nouvelle phase du conflit qui s'ouvre devant nous. Vous croyez, vous, à ce que, et c'est là-dessus qu'on clôt notre chapitre ukrainien, qu'il y aura au cours des prochaines semaines, sinon mois, un arrêt du conflit? Alors, vous avez utilisé le mot « arrêt » qui signifie pas grand-chose en réalité parce que il y a deux tendances qui sont... Non, mais c'est important de le dire, c'est important et je pense que vous l'avez fait à dessein et vous avez raison d'utiliser ce mot parce qu'il y a deux visions qui s'opposent. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a l'idée américaine trumpienne de geler le conflit. Le freeze. Voilà. Et il y a l'idée russe de trouver une solution au conflit. Et c'est pour ça que là, on est encore aujourd'hui dans un dialogue de sourds. Les Russes ne veulent pas que le conflit simplement soit comme en Corée du Nord. Ils veulent une solution. Ils veulent une solution. Donc une fois qu'on aura signé le traité, c'est fini. On peut démobiliser les troupes. Le truc est réglé. Voilà. Évidemment que dans la perspective russe, mais aussi par le fait que c'est quand même eux qui sont... De nouveau, le terme victoire mérite d'être défini, mais militairement, c'est eux qui sont victorieux, donc c'est eux qui tiennent un peu le couteau par le manche. Par conséquent, dans leur optique, c'est selon leurs termes qu'une négociation doit s'établir. Mais cette solution, elle est définitive. Elle est sanctionnée par un accord et on ne parle plus après du reste. Alors que pour Zelensky, d'ailleurs on le voit dans les dernières déclarations de Zelensky, lui dit on arrête le conflit,
pour l'instant, on vous laisse les territoires que vous avez gagnés, mais à terme, on vous les reprendra. Et puis, il y a des troupes de l'OTAN qui viennent se déplacer en Ukraine pour nous protéger. Et par conséquent, si vous voulez, on ne fait que repousser la guerre. On fait que repousser la guerre d'une certaine manière. Et c'est pour ça que quand je vous dis Zelensky négocier, oui, mais le mot négocier mérite d'être défini. Alors peut-être que je peux appliquer la même logique de repousser la guerre entre deux belligérants qui se sont fait bien mal depuis 1 an et quelques mois, Israël et les Gazaouis. Est-ce qu'on est dans une logique en ce moment où on repousse la guerre, ou Israël, je sais que vous aviez déjà dit que c'était la défaite du vainqueur, mais depuis qu'on s'est parlé et depuis que vous avez publié ce livre où vous sous-titriez La défaite du vainqueur, les Israéliens ont fait de réels gains, c'est-à-dire qu'ils ont décapité une partie du leadership de leur adversaire, le Hamas, n'ont pas pour autant récupéré les otages sur un micro-territoire, mais ils ont fait très mal au Hezbollah aussi, toujours actifs. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que sur un horizon tactique, Israël l'a bien emporté? La défaite du vainqueur, il y a le mot vainqueur aussi. Le vainqueur se réfère à l'aspect tactique, mais la défaite se réfère à la stratégie, à l'horizon stratégique. Et les Israéliens ont une mentalité très européenne en réalité, ce qui est un peu paradoxal puisqu'ils se proclament être les héritiers de 2000 ans de présence dans cette zone. Mais en réalité, ils ont une manière... Ils ont été peuplés par beaucoup d'Européens aussi. Ah oui, ce sont des Européens. J'entends Netanyahou est originaire de Pologne, Smotrich est originaire aussi de Pologne ou même d'Ukraine, je crois. Enfin bref, ils ont tous une origine... D'ailleurs, de la même zone que le conflit ukrainien, d'ailleurs. Hein. C'est Pologne, sud de la Pologne, Bélarus et Ukraine. C'est la même zone. Donc, ce n'est pas très surprenant qu'ils aient la même manière de réagir aux choses, une même brutalité de langage, quelque part, même manière d'aborder le conflit, d'une certaine manière. Ce n'est pas complètement... inexplicable. Mais, ceci étant, ils ont un regard, peut-être un peu d'ailleurs comme les Ukrainiens, ils ont un regard tactique sur le conflit et ils n'ont pas de regard stratégique sur le conflit. Alors que leurs adversaires, tant pour les Ukrainiens d'ailleurs, les adversaires sont donc les Russes, que alors j'allais dire les Arabes, parce que il y a évidemment les Palestiniens, mais les Palestiniens c'est simplement le Sud, le Hezbollah, ce ne sont pas des Palestiniens, ce sont des Libanais. Mais c'est des gens qui ont un regard beaucoup plus stratégique sur le conflit et qui voient que le temps joue en leur faveur, même si sur le terrain, il y a des pertes, les destructions semblent ne pas jouer en leur faveur. Disproportionné, disons-le. Totalement disproportionné. Totalement disproportionné. Et c'est là, d'ailleurs, c'est dans cette disproportion que se trouve la faiblesse stratégique d'Israël. Expliquez. C'est-à-dire que quand vous détruisez une population, d'ailleurs si vous lisez mon livre sur la lutte contre le terrorisme djihadiste, je donne des méthodes pour lutter contre le terrorisme, mais sans détruire des populations. Et vous pouvez très bien détruire une insurrection, etc., sans détruire les populations, sans faire ce que font les Israéliens en réalité. Mais j'étais ici avec un ancien ambassadeur français en Israël qui disait 40 quelques mille victimes à Gaza, c'est énorme, c'est vrai. Mais s'il y a 17 ou 18 000 combattants du Hamas dans le lot, on est à un ratio de dommages collatéraux de 1 pour 1,5. Si on compare à Stalingrad, si on compare à d'autres grandes batailles, c'est toujours horrible dans l'absolu, mais c'est peut-être acceptable quand on parle de l'art de la guerre. Donc, les Israéliens ont fait payer un prix élevé, mais que proportionnellement au nombre de combattants abattus, c'est un prix acceptable. Oui, mais ça, c'est de l'arithmétique, excusez-moi, c'est un peu de l'arithmétique de bas étage. Parce qu'on voit bien que les Américains ont tué bien plus de monde en Irak et ailleurs. Au Vietnam. Au Vietnam et ailleurs. Mais ces 40 000 victimes de Gaza,
elles font aujourd'hui passer Israël comme un État voyou, littéralement. C'est-à-dire un État qui ne respecte pas le droit international. Donc le prix de ces 50 000, le prix pour le Hamas est évidemment important aussi, mais le prix qu'Israël paye pour avoir détruit tous ces civils, alors qu'il aurait pu le faire différemment, il est très élevé. Mais tant et aussi longtemps qu'Israël a à ses côtés les États-Unis, est-ce qu'ils ne peuvent pas se dire, alors je sais que publiquement ça ne se dit pas, mais le reste je m'en fous. Ah, c'est effectivement ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que Netanyahou, finalement, s'en fiche complètement. Les accusations, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, tout ça ne l'affecte pas, puisqu'il se dit toujours qu'il est les Américains pour le protéger derrière. Mais les Américains eux-mêmes voient que cette protection a des limites. Et en particulier, on l'a vu dans la dernière élection présidentielle, puisqu'on sait qu'une grande partie des électeurs démocrates ont sanctionné Kamala Harris pour la politique en Palestine. Pas une grande partie. Je vous dirais une portion. Non, une grande partie. Alors là-dessus, moi, je serai tatillon avec vous. Je vous dirais quelques centaines de milliers d'électeurs au Michigan et ailleurs. Ah non, c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, je ne peux pas vous citer les chiffres comme ça parce que je n'étais pas préparé à ça. Non, c'est très important. Là, je crois même qu'il y a... J'ai été aussi attentif que vous, sans doute, à ces choses-là, mais je n'ai pas l'impression que c'est une grande partie de ces électeurs. Non, c'est une grande partie. Parce que c'est ce qui a fait la différence en réalité. Parce que la politique de Joe Biden, politique intérieure, et qui est finalement principalement ce sur quoi se base l'électeur, parce qu'il veut avant tout choisir un président pour que sa vie à lui s'améliore. Pour bouffer, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et avec Joe Biden, il n'y avait rien de très spectaculaire qui était sorti de sa présidence. Alors en plus de ça, il y a une situation qui était catastrophique, donc ça a joué un rôle quand même beaucoup plus important. Trump, si vous regardez ses promesses de campagne, il n'y a pas grand, à part l'idée de faire l'Amérique grande, de redonner des places d'emploi, des places de travail en les volant aux autres, d'ailleurs comme il a dit. Mais bon, c'est son langage un peu imagé à lui. Toujours est-il qu'il n'y a pas grand-chose qui est apparu dans ce qu'il voulait faire en politique intérieure. Sinon qu'en politique extérieure, on sait qu'il est beaucoup plus près de M. Netanyahou que M. Biden ou Mme Harris, peut-être, je dis bien peut-être, ne l'aurait été. Oui, mais je pense que lui, par contre, il a un calcul plus rationnel sur les conflits. Et c'est peut-être là qu'est la différence, parce que Joe Biden, comme beaucoup de... Et d'ailleurs, c'est le même phénomène qu'on a chez nous. Quand vous regardez la gauche modérée surtout, la France est un cas un peu particulier avec cette gauche extrême qui est très pro-palestinienne, mais quand vous regardez la gauche modérée, la gauche caviar que vous trouvez dans l'entourage de Macron, etc., c'est cette gauche caviar-là. J'entends, c'est des gens qui n'ont de gauche enfin, c'est uniquement pour faire bien dans les salons. Oui, c'est ça. Mais ils s'en foutent royalement du sort des gens d'une manière générale. Et c'est pour ça qu'ils en payent le prix aujourd'hui. Mais cette gauche-là, elle a un peu un discours très idéologique sur les conflits. Elle n'a pas de discours très réaliste. C'est d'ailleurs en grande partie eux qui sont ceux qui sont les va-t-en-guerre pour l'Ukraine, par exemple. C'est ces partis-là, cette gauche-là. Et c'est la même chose aux États-Unis avec Joe Biden. Or, le monde, les individus, l'individu moyen, il s'aperçoit bien que faire des guerres, s'il y a nécessité de faire des guerres et si vraiment on apporte quelque chose à faire des guerres, quand il y a des méchants qui font tomber les 2 tours du World Trade Center, alors bon, il faut les punir, ça on comprend. Mais dans des conflits très éloignés comme ça, où les gens ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit, la pertinence de dépenser de l'argent pour alimenter des guerres n'apparaît pas vraiment. Et par conséquent, je pense que la plupart des gens, simplement avec leur bon sens, disent: est-ce que vraiment on a besoin de gaspiller de l'argent pour ça? Alors,
Je ne voudrais pas ouvrir une longue parenthèse, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de politiciens américains, de politiques américains qui ne se soucient pas tellement de ce que pense l'Américain moyen sur ses dépenses faites en Israël et ailleurs, court-circuitent l'opinion publique et font leurs petits trucs comme ils le font avec les Israéliens. On est tout à fait d'accord, depuis très longtemps. C'est la même chose en Europe d'ailleurs. Mais ça me ramène donc à cette nouvelle configuration avec M. Trump au pouvoir. Est-ce que ça peut faire débloquer différemment le conflit? Est-ce que ça peut être un accélérateur de résolution, ne serait-ce que parce que déjà, il a fait une mise en garde au Hamas, vous l'avez sans doute lu. Il a dit que ces otages devront être libérés, les 60 quelques vivants, enfin qu'on pense encore vivants, devront être libérés avant le 20 janvier, sinon je leur promets tout un déluge. Oui. Ouais. Oui, après, de nouveau, avec Trump, il faut faire la part des choses entre la rhétorique. les bravades, la rhétorique et la réalité. D'autre part, je ne vois pas très bien comment il pourrait rendre les choses encore pires pour les Palestiniens que ce qui s'est passé ces derniers mois. Je suis avec vous là-dessus. Donc, par conséquent, oui, je vois ça, c'est un petit peu entre guillemets, ce qu'on appelle la grande gueule, quoi, j'entends. Mais je ne vois pas... Disons que ce qui m'apparaît dans cette affaire, c'est qu'il n'arrive pas avec une stratégie pour aborder la chose. Il ne dit pas comment il veut le faire, comment il veut améliorer les choses, quelles sont les solutions. Je vous dirais que c'est avec le Pierre le Grand de la région, M. Ben Salman, que ça va se passer. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite va devenir un acteur incontournable d'une solution négociée. Alors ça, c'est bien possible. Mais... Et il est assez favorable à ça. Oui, je pense que les Saoudiens sont prêts. Et d'ailleurs, ils ont déjà dit, alors, comme indice qui va dans votre direction, c'est que vous savez que l'offensive palestinienne du 7 octobre a interrompu la signature des fameux accords d'Abraham. Et dans un premier temps, l'Arabie saoudite a dit qu'elle se retirait de cette négociation. Mais ensuite, les Saoudiens sont revenus en disant que ils sont prêts à rediscuter, à refaire une négociation sur cet accord, mais en incluant la question palestinienne. Or l'objectif initial de cet accord, c'était précisément de court-circuiter les Palestiniens. Donc, on voit bien que, oui, bien sûr, je pense que n'est-ce pas, on a une constellation du monde qui aujourd'hui a changé. Vous avez évoqué le Hezbollah, il y a la situation en Syrie. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le monde arabe est beaucoup moins divisé qu'il ne l'était il y a encore 10 ans, quand il y a eu le conflit en Syrie déjà. Et puis sur la question palestinienne, où depuis longtemps, parce qu'en réalité, c'est un conflit qui traîne depuis près de 80 ans, et où les pays arabes ont toujours... finalement soutenu un peu du bout des lèvres c'est la résistance palestinienne. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, notamment le fait qu'avant la fin de la guerre froide, jusque dans les années 70, fin des années 70 peut-être, la résistance palestinienne était très marxiste à l'époque. Or, les marxistes, c'était un peu les ennemis de la région. Donc, le conflit, la guerre froide, si vous voulez, c'est un peu imprégné ce conflit et affecté la manière dont les pays arabes ont vu la résistance palestinienne. Et ça a été l'intelligence d'Arafat d'essayer de faire une déconnexion de ça en disant on ne fait plus de terrorisme international, etc. Ce qui avait été... Comme le Hamas, d'ailleurs. Comme le Hamas a continué dans cette pour ce que j'en sais, n'est pas du tout à l'extérieur à faire des opérations militaires. Seulement, avant les années 70, l'OLP était lié. Il y a eu cette fameuse conférence de La Havane, la tricontinentale de La Havane, qui avait réuni un peu tous les mouvements de guérilla et d'opposition révolutionnaire. L'international terroriste. Ouais, on l'appelle terroriste parce qu'aujourd'hui, on aime bien donner des noms, mais c'était une internationale révolutionnaire. C'était l'idée de... Et d'ailleurs, l'URSS n'était pas très loin parce que l'URSS avait compris qu'il ne fallait pas affronter directement l'Ouest dans un conflit ouvert, mais qu'il fallait l'affronter sur les côtés, en quelque sorte. Via les proxys. Voilà. Et donc, c'est la période de la coexistence pacifique qu'on a connue en Europe, mais qui, dans le reste du monde, s'est traduit par une intensification des conflits révolutionnaires. Et ça, on est dans les années 60,
Ça a été jusque dans les années 80 où on s'est battu par vraiment proxy, du coup, interposé. Et l'OLP faisait partie de ça. Donc il y avait la cause palestinienne était superposée à une cause révolutionnaire anti-impérialiste qui débordait très largement du cadre palestinien. Et c'est la même chose pour les Irlandais, c'était la même chose pour beaucoup. Quand vous lisez les tout débuts de l'IRA, c'est un langage très anti-impérialiste, évidemment, puisqu'ils considéraient qu'ils étaient colonisés sous la botte les des Britanniques. Anglais. Voilà. Donc, il y avait une logique, si vous voulez, mais une logique très marxiste là-dedans. Cette logique marxiste, elle a disparu au début des années 80, à la fin, début des années 80. Et puis, progressivement, elle s'est en fait concrétisée, ou plutôt affirmée, avec la fin du communisme en Europe de l'Est et l'effondrement du bloc communiste. Et puis là, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on voit apparaître une résistance qui s'appuie non pas sur le marxisme, mais sur l'islamisme. Du coup, un déplacement. On a une sorte, il fallait une référence idéologique, si vous voulez. Donc, ce nationalisme musulman est devenu l'élément qui a un peu consolidé ou permis d'appuyer les mouvements révolutionnaires, ou selon comment on les appelle, d'indépendance, ce que vous voulez, de résistance, mais qui a permis de donner une assise idéologique, si vous voulez, à ces mouvements. Et du coup, les pays arabes n'ont plus tellement... Alors, ils voyaient pas d'un mauvais œil, mais ils ne voyaient pas non plus ça d'un bon œil. Et aujourd'hui, ce repoussoir n'est plus. Aujourd'hui, ce repoussoir a un peu diminué parce que d'abord, le reste du monde, comme on l'appelle, ou le Sud global, ou les BRICS aussi, de plus en plus. Alors, c'est un mouvement qui est évidemment lié à ça, mais ce Sud global tend à avoir sa propre autonomie par rapport à l'Ouest. Il dépendait de l'Ouest jusqu'à ce qu'ils aient une locomotive chez eux, la Chine, n'est-ce pas? La locomotive de l'Occident depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la guerre froide, ça a été les États-Unis. Et par voie de conséquence, c'était un peu la locomotive du monde d'une certaine manière. C'était la puissance économique, le dollar comme monnaie de réserve, etc., etc. Donc on a un champion, si vous voulez, qui dirige le monde. C'est-à-dire un peu ce qui est un peu déteint sur la doctrine américaine et la vision du monde qu'ont les Américains, qui sont un peu les américano-centrés. Voilà, c'est américano-centré, c'est la doctrine Wolfowitz, si vous voulez, c'est tout ça. Et mais est-ce que vous induisez quelque part que la Chine pourrait être un acteur du règlement de la question palestinienne? Non, ce n'est pas ce que je dis. Elle pourrait, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un autre champion qui s'est dégagé dans le monde, et le reste du monde, enfin ce qu'on appelle le reste du monde, finalement se dirige dans le sillage de ce champion-là. Ils ne dépendent plus de l'Occident pour vivre, mais ils ont un autre champion qui peut leur apporter une alternative au monde occidental. Du coup, on a cette séparation qui se fait, et que des conflits comme le conflit syrien, le conflit, etc., tendent ou même le conflit d'ailleurs ukrainien, ces conflits ont accentué finalement la division qu'il y a entre l'Occident et le reste du monde. Et on l'a très bien vu à l'égard du conflit ukrainien. Mais c'est aussi une faiblesse quelque part. Et on le voit bien, vous avez cité les BRICS. On voit aujourd'hui, on a ce qui se passe en Syrie, où on a... Oui. Alors là-dessus, parce que je veux qu'on revienne à l'Arabie saoudite, qui était le point de départ, mais sur la Syrie, puisque c'est une actualité qui nous a un peu sauté au visage dans les dernières semaines, moi je vois une coïncidence. Opération vers Alep, et puis l'effondrement, non pas de la ligne de front, parce qu'il n'y en avait pas, mais l'arrivée massive de ces insurgés, c'est le mot qu'on emploie aux États-Unis, au lendemain de la signature du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Alors, on est bien d'accord là-dessus, mais permettez-moi quand même de revenir sur on va revenir à ça. Mais maintenant, si vous prenez la distance, on prend un peu de hauteur, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on va parler des BRICS, on va parler de ce reste du monde. Mais la Turquie voudrait faire partie des BRICS, l'Arabie saoudite fait partie des BRICS. On s'aperçoit que ces BRICS, ils sont aussi
en proie à des tensions intérieures. Mhm. Et la Syrie en est un. C'est pas homogène, les BRICS, d'ailleurs. C'est pas du tout homogène. Et on voit bien qu'il y a une fragilité de ce reste du monde, quand bien même il se dégage derrière il se dégage derrière la locomotive économique chinoise, et qui est une locomotive économique plus que politique, en tout cas en l'état, parce que la Chine est un pays qui essaye de rester à l'écart des petits conflits, tout en prônant une sorte de modus vivendi entre les acteurs. Parce que pour eux, la Chine, c'est un pays qui vend. C'est pas un pays qui veut s'imposer aux autres. En revanche, non, je ne pense pas. Moi, j'ai vécu dans 2 pays qui étaient le Soudan dans les années 2005-2006 et le Kenya en 2011-2013. Et ces 2 pays qui étaient des points principaux d'action chinoise sur le continent africain, et qui avaient des grands projets. Vous ne voyez pas du tout les Chinois là-bas. Vous ne voyez pas les Chinois. Et pourtant, c'était vraiment ils géraient de très gros projets là-bas. Vous ne les voyez pas. Ils ne sont pas présents dans la politique. Ils sont présents sur les chantiers qu'ils ont. Ils font leur mandat, ils font leur boulot. Et après, ils partent. Ils font du commerce. Et font du commerce, bien entendu. Mais le commerce, c'est par extension aussi de l'influence. Oui, mais c'est pas le même type d'influence. C'est pas le même type d'influence. On est d'accord que ça joue un rôle. Je ne veux pas vous dire non. Mais ça n'est pas le même type d'influence. Il ne s'impose pas à ces pays. Il se rendent sans doute nécessaires, ça c'est possible, mais il ne s'impose pas à ces pays. Alors que nous, quand on y va, quand vous alliez, j'ai travaillé au Tchad, j'ai travaillé dans différents pays africains qui étaient de l'ancien sphère d'influence française, là c'est très différent. L'ambassadeur de France est en permanence dans le bureau du ministre. Enfin, j'entends, c'est très très différent. Et par mes fonctions, j'étais en contact avec des personnalités qui étaient des personnalités françaises ou occidentales, disons, influentes dans ces pays, mais ils sont en permanence à traîner dans les bureaux des ministères. Alors que les Chinois semblent être beaucoup plus distants de ça. Alors, vous le disiez, et c'est vrai, parce qu'on a tendance à opposer le bloc occidental aux BRICS comme s'ils étaient en tout homogènes. C'est pas tout à fait vrai. Mais ça me ramène à ce nouveau théâtre des opérations qu'est la Syrie. Je vous disais, moi, j'ai vu un lien entre les opérations et le Hezbollah. Absolument. Qui signait un cessez-le-feu. Quel est-il? Et qu'est-ce que ça annonce selon vous? Alors là, il y a évidemment des tas de réflexions qu'on peut se faire sur l'offensive du Hayat Tahrir al-Sham en Syrie. Tout d'abord, ce qui m'a frappé personnellement, c'est que vous vous rappelez qu'avec le 7 octobre, et depuis le 7 octobre 2023, on parle toujours de l'offensive terroriste ou de l'action terroriste du Hamas. Là, l'action du Hayat, c'est des insurgés, c'est des rebelles, mais jamais on utilise le mot terroriste. Alors que le Hamas n'est considéré que terroriste que par les pays occidentaux, alors que le Hayat Tahrir al-Sham est considéré comme terroriste au niveau global. Donc, les Nations Unies le considèrent comme... Donc, c'est intéressant de voir la différence de traitement déjà dans le vocabulaire. Selon les circonstances. Voilà. Le mot terrorisme, on l'utilise vraiment à géométrie variable. Là, en l'occurrence, c'est contre le régime de Syriens, de Bachar al-Assad, qui est etc. Donc, du coup... Parce qu'il y a des reliquats de Daesh derrière ça, non? Alors, il faut savoir que... on remonte un petit peu à 2016, plus exactement, lors de la bataille d'Alep. Et là, il y a eu, vous savez qu'il y avait alors appelons les rebelles, qui étaient encerclés dans Alep et que les Occidentaux pensaient que les Syriens allaient les massacrer. Et donc, on a trouvé un accord pour évacuer ces gens-là et les mettre dans une zone dite de désescalade. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il y avait des dizaines de groupes qui opéraient, plus de 80 groupes qui travaillaient, différents, qui travaillaient à Alep.
Et les Occidentaux ont dit, mais la plupart, et d'ailleurs je me rappelle d'une émission sur C'est à vous, sur France 5, où vous aviez les experts, Agnès Levallois, je sais pas, qui disaient c'est la société civile qui se bat contre le régime, etc. Donc c'était des modérés, etc. Et les troupes de Bachar vont les essayer. Alors, on a proposé à ces gens de se rassembler pour pouvoir faire des paquets et les envoyer des troupes désescalade. Et de tous les groupes qui étaient à Alep, aucun ne s'est rallié sous un emblème modéré. Ils sont rassemblés sous deux emblèmes, le Hayat Tahrir al-Sham, qui n'avait pas encore ce nom-là, mais qui était l'ancien front al-Nusra, et le Harakat Ahrar al-Sham, qui était un autre mouvement terroriste aussi. Alors, c'est des mouvements extrémistes. On est dans des islamistes extrémistes. En lutte contre le régime de M. al-Assad. Oui, mais alors, on est dans la même chose que l'État islamique, vous comprenez? Oui, c'est-à-dire tout à fait. Des gens qui visaient à avoir un État islamiste, un État islamiste en Syrie, disons-le comme ça. Et c'est à l'époque... Alors, donc, ces deux ont été regroupés à Idlib, dans la province d'Idlib, sous la protection de la Turquie. Et ça a été négocié par, à l'époque, les Russes, les Syriens, les Turcs et les Américains. Et donc, il y a eu des négociations. On a créé ces zones de désescalade, une à Idlib, c'est là où était il y a eu une au sud, dans la région de Dara, il y en avait une autre près de Hama et une autre dans la Ghouta orientale, près de Damas. Et ces troupes, ils sont restés là, protégés. D'ailleurs, les différentes éliminations des chefs de l'État islamique se sont faites dans la zone d'Idlib, sous la protection des Turcs, en fait. Et dans cette zone de désescalade, il était prévu que l'armée turque désarme progressivement ces groupes armés et les remette à la vie civile, en quelque sorte. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais il y a eu une phase intermédiaire, c'est que l'État islamique qui a été combattu en 2016-2017 par les Occidentaux, il s'est tout d'un coup dissous. Mais il n'a pas été détruit, l'État islamique. Simplement, ce qui s'est passé, que les combattants d'État islamique ont très bien compris que tant qu'ils avaient le drapeau d'État islamique sur eux, ils allaient être... Donc, ils ont changé de crèmerie. Donc, c'est les mêmes personnes qui sont entrées dans le Hayat Tahrir al-Sham et qui se sont mis sous la houlette d'un autre qui, grosso modo, qui a la même idéologie. On n'est pas dans des idéologies. On a essayé ici d'expliquer que les uns, c'était Al-Qaïda qui était opposé à l'État islamique et donc il fallait... Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En réalité, c'était des groupes qui étaient compétiteurs, si vous voulez. Voilà. Et donc, dans cette province d'Idlib, on avait ces groupes qui manifestement n'ont pas été désarmés par les Turcs, mais qui ont été gardés en réserve par les Occidentaux, parce que les Occidentaux ont utilisé... D'ailleurs, une partie de ces gens qui sont allés se battre en Ukraine. Et il n'y a pas si longtemps, c'était d'ailleurs dans les médias ukrainiens même, il y a eu l'idée d'ouvrir un nouveau front contre la Russie en Syrie. Mais c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs, parce que la Russie est l'allié objectif de M. el-Assad. Et c'est exactement ce qui s'est fait en réalité. C'est-à-dire que... Donc la guerre d'Ukraine se livre en Syrie? Voilà, elle a un épisode syrien, si vous voulez, qui alors rejoignait un peu les intérêts des Occidentaux dans cette affaire, parce que ça permettait de lutter contre c'est pas simplement lutter contre le gouvernement syrien, c'est aussi que après la signature de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, il y avait cette idée des Israéliens qu'il fallait couper les voies d'approvisionnement du Hezbollah pour que le Hezbollah ne puisse pas se remettre... se refaire une santé. Se refaire une santé, exactement. Et par conséquent, il fallait créer un conflit en Syrie pour couper l'approvisionnement du Hezbollah. Ça, c'est l'idée de manœuvre. Et c'est pas pour rien que dans les heures qui ont suivi la signature de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, vous avez cette offensive du Hayat Tahrir al-Sham qui s'est déclenchée. Je vais nous faire atterrir, donc je ne veux pas ouvrir de longues parenthèses, mais je sais que c'est le risque que je prends quand je parle à l'encyclopédiste que vous êtes. Mais est-ce qu'on peut
penser, soupçonner qu'entre Israël, les Américains très certainement, les Ukrainiens à la rigueur, et qui d'autre, je ne sais pas, il y a une espèce d'union officieuse qui les fait vouloir se confier en ce moment en Syrie. Ah non, mais tout à fait. Contre l'Iran. Non, mais il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il n'y a qu'à écouter ce qu'a dit Zelensky. Et de nouveau, moi, je me réfère à ce qui a été écrit sur le Kyiv Post, Ukrainska Pravda, mais le Kyiv Post, c'est les articles que j'ai en tête en ce moment, qui décrivaient l'ouverture de ce front en Syrie et les forces spéciales syriennes qui avaient attaqué les forces russes. Donc on a des forces spéciales ukrainiennes, forces spéciales ukrainiennes qui ont attaqué les forces russes sur le territoire syrien. Et c'est eux qui fournissaient les armes et la formation aux combattants du Hayat Tahrir al-Sham. Donc on a, et n'oubliez pas que des combattants, comme je disais tout à l'heure, des combattants du Hayat Tahrir al-Sham sont allés se battre en Ukraine. Donc on a un échange permanent. Du côté des Ukrainiens. Du côté des Ukrainiens. Donc si on cherche encore les soldats coréens, on peut être certain qu'il y a eu de ces... Est-ce qu'on doit dire autre chose que des terroristes, enfin combattants, insurgés, qui sont allés appuyer les Ukrainiens? Comme je vous l'ai dit, les Coréens, je pense que ça a été une affaire de communication, ni plus ni moins, rien de plus. Mais ce que vous me dites, c'est qu'il est plus avéré. Mais c'était totalement... Mais ça a été... en 2022, Newsweek en a parlé. Les grands médias occidentaux, ils ont dit c'est les djihadistes qui vont aider l'Ukraine. Donc, c'est pas une invention de ma part. C'est des journalistes occidentaux qui l'ont constaté. Il y a des unités islamistes qui combattent du côté des Ukrainiens contre les Russes. Drôle de mariage, non? Oui et non, puisque d'un autre côté, il y a une logique d'une certaine manière. Mais on est toujours dans le ménage à trois. Oui, mais je vous dis drôle de logique parce que ici, on voue aux gémonies l'extrême gauche qui appuie l'islamisme et on appuie les Ukrainiens parce qu'ils sont le rempart de la liberté, mais ces mêmes Ukrainiens sont appuyés par en dessous, par le revers, par des islamistes. Mais voilà, mais ça fait partie de l'ignorance qu'il y a. J'entendais un politicien, Damien Rieu, je crois, il fait partie d'un parti je ne sais pas si c'est le parti de M. Zemmour, je ne sais pas s'il existe encore d'ailleurs ce parti, mais enfin bref. Reconquête, sauf erreur. Hein. Je pourrais me tromper, mais il me semble que c'était ce parti-là. Qui disait sur un média ici en France, qui disait le Hamas a attaqué la France. Parce que pour lui, la logique, c'est simple, c'est Hamas est islamiste, l'État islamique est islamiste, donc c'est eux qui ont attaqué la France. Alors, n'est-ce pas, ça, c'est exactement, c'est symbolique de l'ignorance et de l'imbécilité de nos politiciens. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le mot le plus poli que j'ai c'est de l'imbécilité. Parce que, d'ailleurs, si vous lisez mon livre sur la lutte contre le terrorisme djihadiste, il y a même ce paradoxe, c'est l'État islamique qui prétendait qu'un de ses ennemis était le Hamas, parce que le Hamas ne se bat pas pour une idéologie ou pour l'islam, mais il se bat pour des terres. Donc déjà, on a la contradiction totale avec... Donc on voit qu'en Europe, nous sommes dirigés par des ignorants qui finalement arrangent les événements comme des noix sur un bâton, si vous voulez, de façon à avoir une image qui apparaisse cohérente pour le commun des mortels. Mais en réalité, on est sur un paysage qui est beaucoup plus complexe. On est sur des ménages à trois. Et les ménages à trois, n'est-ce pas, comme je dis souvent, les amis de mes amis sont mes amis. Ça marche avec les amis. Mais quand vous remplacez le mot ami par ennemi, ça ne marche plus. Et ça, c'est un petit peu la problématique, c'est le problème qu'ont les Occidentaux. Notre logique cartésienne nous fait bien dire que les ennemis de nos ennemis ne sont pas nos ennemis. Au Moyen-Orient, c'est possible. Au Moyen-Orient, c'est possible, ça.
Mais chez nous, c'est pas possible, parce que ça défie notre logique. Et donc, on est sur des modes de réflexion, des modes de pensée, des cultures qui sont tellement différentes qu'on n'arrive pas du tout à les comprendre. Et le problème est que nos politiciens, eh bien, ils jugent ces conflits d'après leur logique et pas d'après la logique du terrain. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les résoudre, d'ailleurs. Je termine là-dessus. Et je vous promets, c'est une question pour laquelle j'espère une réponse courte, même s'il n'y en a pas. Ce sera peut-être d'ailleurs le prétexte d'une prochaine rencontre. Cette idée de ce que les choses pourraient nous échapper, mais là où on l'attend, je ne dirais pas moins, mais de façon moins pressante, à Taïwan, vous y croyez? Alors, j'y crois quand même un peu parce que la rhétorique occidentale a été telle qu'elle a donné probablement de faux espoirs à certains partis taïwanais et a créé une méfiance des Chinois à l'égard d'une part des Taïwanais, mais aussi à notre égard. Et depuis les années 70, en fait, depuis les efforts de rapprochement entre Nixon et la Chine populaire, il y a eu cette idée de ce consensus sur la Chine, qu'il y a une seule Chine. Voilà. Et Formose a d'ailleurs perdu son siège au Conseil de sécurité. Exactement. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée d'une seule Chine, elle est acquise évidemment à Pékin, mais est aussi acquise à Taïwan. Les Taïwanais pensent aussi qu'il n'y a qu'une seule Chine. Et c'est là le paradoxe. Parce que, et d'ailleurs certains parlent de ce paradoxe, parce que tout le monde sait qu'il n'y a qu'une seule Chine, y compris les Taïwanais. Alors les Taïwanais voient évidemment le gouvernement siéger à Taipei et puis les Chinois le voient à Pékin, la Chine populaire le voit à Pékin. Mais en gros, il n'y a qu'une seule Chine. Et que tout ce qu'on considère, Taïwan comme les autres, que Taïwan est une province de cette Chine-là. Ouais. Et tout le monde s'est d'accord là-dessus. Des deux parties de la Chine. Évidemment, toutes les deux, si vous lisez les politiques de nos différents pays, que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Suisse et autres, tous les pays occidentaux, par rapport à la Chine, ont cette même politique. Ils considèrent que Taïwan est une province de la Chine. Mais on donne des armes à Taïwan. Oui, c'est comme si l'irrédentisme québécois était militairement appuyé par la France. Voilà, tout à fait. Mais on dirait qu'il y a un peu d'ingérence. Ou bien si l'Italie donnait des armes à la Corse. C'est exactement la même situation. Exactement la même situation. Et là, le problème est qu'en ayant cette politique-là, évidemment que les Chinois voient qu'on n'est pas de bonne foi, puisque tout le monde a accepté cet état de fait d'une seule Chine, qui est une sorte de compromis et aussi une sorte de flou dans lequel les deux parties étaient d'accord de vivre. Et d'ailleurs, ça reste les deux, la Chine est le principal partenaire économique de Taïwan et vice-versa. Donc, ce n'est pas des pays qui se détestent, c'est des pays qui coopèrent ensemble. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui, une grande partie des étudiants en ingénierie de Taïwan vont se former en Chine. Donc, c'est des pays qui ont... Malgré l'image qu'on essaye d'en donner en Europe, de voir le Taïwan qui lutte pour son indépendance par rapport à cette Chine, etc., c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Il y a une sorte de flou artistique qui est entretenu des deux côtés, mais notre politique, y compris les actions réelles qu'on fait, c'est-à-dire typiquement fournir des armes, montre à la Chine qu'on est dans de mauvaise foi, et puis montre aux Taïwanais, on leur donne l'illusion d'une indépendance que probablement ils n'auront jamais et qui n'existe en rêve que dans une partie de la population taïwanaise. Oui, et qui ne repose que sur l'ambiguïté stratégique des Américains. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais dit qu'ils risqueraient tout s'il fallait qu'il y ait un conflit. Voilà, et d'ailleurs, c'est le paradoxe. Même les Américains disent qu'ils soutiennent militairement Taïwan, mais d'un autre côté, ils disent toujours soutenir la politique d'une seule Chine. Donc on voit qu'on a un double langage qui est illisible, en Europe, parce que beaucoup de politiciens n'ont strictement rien compris à ça. Et dans ce cas-ci, j'allais dire, l'empereur qui est nu, ce sont pas les Chinois, ce sont les Américains qui ont
aucune capacité d'extension de Alors leur ça vient en force. plus. Sinon que le Japon, qui n'est pas très loin. Mais on sait aujourd'hui qu'un porte-avions, c'est un éléphant qui est une cible abattue dans les minutes qui suivent le début d'un conflit. Le missile Oreshnik a montré, parce que les Chinois ont certainement des capacités équivalentes que celles des Russes, puisque c'est des technologies que ces deux pays ont, à l'inverse des Occidentaux. Eh bien, on a vu avec le missile Oreshnik qu'un porte-avions peut être détruit en un rien de temps sans qu'on ne puisse rien faire. Je ne me rappelle pas le nom du général ou amiral américain qui l'avait dit à la fin des années 80, dans un contexte où cette technologie n'existait pas, mais où il avait fait scandale en disant « Si on pense franchement qu'on peut livrer à long terme une guerre à distance avec nos porte-avions dans le monde d'aujourd'hui. » Et ça, c'était à la fin des années 80, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire que c'était possible si on fait des guerres coloniales. Oui. Vous comprenez? Si on fait la politique de la canonnière, typiquement, au propre et au figuré d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Américains contre l'Irak, par exemple. Et c'est possible au large du Liban aussi. Voilà, exactement. Voilà. Alors là, on peut très bien faire ça. Mais ça... Dès qu'on s'attaque à des pays comme la Chine, la Russie, ou des pays qui ont des capacités de réponse et qui ont une technologie, mais d'ailleurs même en mer Rouge, les Houthis... Avec des trucs qui sont vraiment bricolés. Qui sont même pas... Ils ont quand même des choses qui sont un peu plus sérieuses que ça, puisque apparemment ils ont de la technologie hypersonique aussi. Donc... Apparemment, les Houthis pourraient détruire, et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend beaucoup moins parler de ces grandes opérations navales contre les Houthis, n'est-ce pas? Qui ont peut-être les outils pour mettre un terme à la menace que représenterait la US Navy. Jacques Beau, je continuerai pendant 2 heures, mais ça serait un plaisir probablement assez singulier. Je ne sais pas si les gens avec nous, mais j'en suis assez convaincu. Quand vous venez, il y a un public qui nous suit, qui vous suit surtout. Merci. Mais c'est un plaisir. J'ai pris grand plaisir à cette conversation parce que l'interview, c'est bien, mais la conversation, c'est mieux. C'est vrai, c'est plus agréable. En espérant que ça vous ait aussi plu là où vous êtes pour nous écouter ou nous regarder. Jeanne Croteau à la réalisation, Philippe Lorange à la recherche, Stéphane Bureau au microphone. Je le dis chaque fois, mais s'il vous plaît, si vous nous aimez, likez-nous et si vous nous aimez vraiment, abonnez-vous. À bientôt.